Yes. Et quand tu étais gamin, c'était quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu avais envie de devenir ou de faire plus tard? Bah, jusqu'à mes 10 ans, en fait, je travaillais à l'atelier avec mon père. Donc jusqu'à mes 10 ans, 11 ans, il était cordonnier, bottier. C'est aussi un peu de maroquinerie et tout ces trucs-là. Donc j'étais à l'atelier, donc je voulais clairement, c'était tout fléché pour moi. J'allais forcément travailler avec lui, devenir cordonnier, bottier ou maroquinier ou sellier, enfin, être bouif, comme on disait dans la famille. C'est-à-dire travailler un métier du cuir, quoi. Mhm. Et Jusqu'à 10 ans, tu dis? ouais, 10 ans, 11 ans, je pense, parce que mon père avait aussi un bateau. On allait à La Rochelle, donc un week-end sur deux. Un week-end, j'étais avec ma mère, un week-end avec lui. On descendait à La Rochelle sur son bateau. Et, et j'ai rencontré l'architecte de son bateau. C'était un Aquila. Et bah, c'était formidable. Donc, j'allais dans son atelier et il y avait des maquettes de bateaux, des trucs qui m'excitaient. Donc je passais mes week-ends voilà, avec cet architecte qui connaissait un navigateur qui s'appelait Daniel Gillard, avec un seul L, qui a été le premier vainqueur de la Mini Transat en 1978-79, que j'ai rencontré C'est grâce à bizarre lui. ça, comme coïncidence. Et À une voilà, lettre près. oui, oui, oui. Ça t'a Il fait avait quoi? écrit un livre qui s'appelait Petit Dauphin sur la peau du diable, que j'avais lu, et qui m'avait... En le connaissant déjà? bah, je le connaissais que de nom, oui, c'était forcément ma star de navigateur, parce que... Tu l'as lu avant de le rencontrer? Oui, 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 Ah oui, ouais. oui, oui, mon père m'avait offert son bouquin. Je l'avais lu et un jour, je l'ai rencontré. Ce bouquin était au bateau. Je suis allé au bateau, j'ai cherché le bouquin. Et puis, en sortant de l'atelier de cet architecte qui s'appelait Philippe Harley, grand architecte naval qui a fait beaucoup de bateaux de plaisance pour Jeannot, pas pour Beneteau à l'époque, qui a fait notamment le Serpentaire, des petits bateaux en contreplaqué, des techniques vraiment intéressantes. Nouvelles pour l'époque, enfin, qui avaient des formes en bouquin, voilà, qui étaient vraiment intéressantes, quoi. M'expliquer tout ça. Donc bref, vers mes 11 ans, 12 ans, voilà, je voulais être architecte naval. Et de plus que je pouvais, bah, mes mercredis, après, je lisais toutes les revues nautiques auxquelles mon père était abonné. Et je regardais les données techniques. Je me rappelle que j'arrivais à choper toutes les moindres formules, par exemple de CX, de tout ce qui était pénétration dans l'eau. Et j'essayais, avec le peu de mathématiques que j'avais, euh, essayer de comprendre voilà, la flottabilité, des choses comme ça. C'était vraiment mon rêve absolu, c'était ça. Ton père était pas trop déçu que tu... Et il n'était pas du tout d'accord. Ah oui. Il avait fait une grosse connerie. Il avait fait une grosse connerie. Ah oui, de te présenter, c'est ça? Ouais. Merde. Ah le pauvre. Le pauvre, ouais. Et donc je faisais ça avec l'idée que je prenais de l'avance sur mes études en quelque sorte. Je me rappelle, j'avais ce truc-là. J'étais motivé comme tout en me disant, là je prends de l'avance, je serai super au point à 17, 18 ans. J'ai rentré l'école, dans mon école, une école d'ingé ou d'architecte naval. Donc voilà, ça m'a porté. C'était vraiment un point de mire comme ça dans ma scolarité parce que tout s'est orienté dans les matières que j'ai commencé à aimer, bon, les mathématiques avec plus ou moins de plaisir, Hmm. mais quand même. Euh, et la physique, bien sûr. Et puis, oui, oui, j'ai orienté vraiment ma scolarité pour, Donc pour ça, pouvoir m'inscrire dans une école d'architecture navale. Après, j'ai grandi, c'est vrai que 14-13 ans, bah, je commençais à lire, je me suis dit, tiens, on peut même mettre, faire de la mise en scène avec l'architecture, donc il y avait, ça s'ouvrait un petit peu. Voilà, puis quand j'ai passé mon bac, j'ai choisi l'école des Beaux-Arts, où il y avait l'option architecture navale et scénographie, la totale. jackpot. Et c'était une école qui était très orientée ingénierie aussi, donc ils sélectionnaient beaucoup sur les maths et la physique, hein, ils faisaient un gros ménage. Et, euh, et là, bah, j'ai découvert d'autres matières, je sais pas, bioclimatisme notamment, j'étais super
Sur les énergies, j'étais plus basculé en physique, en fait, des disciplines plus liées, c'est ça. Des choses qui marchent très bien aujourd'hui, enfin, dont on entend parler tous les jours, quoi. Et puis il y a eu l'urbanisme, et puis après, il y a aussi pas mal de sciences humaines en architecture, dans la formation, notamment la sociologie et l'anthropologie. Ça m'a vachement aussi conscientisé, politisé. Donc, à la troisième année, c'était seulement en troisième ou quatrième année, on pouvait prendre les options architecture navale. Je ne l'ai pas prise. Je suis devenu architecte, voilà, et j'ai fait d'autres choses. Mais du coup, ton rêve, il s'est maintenu sur l'architecture jusqu'à ce que ça se concrétise, c'est ça? Oui. Et en parallèle, tu avais d'autres idées, d'autres envies, des choses peut-être plus secrètes, pas forcément liées à la carrière, d'autres rêves? D'autres rêves. Alors, je crois que ça m'a demandé beaucoup d'efforts personnels pour pouvoir faire ces études, me les payer comme j'ai pu. Et il y avait aussi une revanche sociale à prendre vis-à-vis de tous mes jeunes collègues étudiants en architecture et puis les jeunes architectes qui étaient tous emparentés, voilà, avec d'autres architectes depuis leurs grands-parents ou arrière-grands-parents pour certains. Donc moi je devais rentrer, j'avais pas de filiation avec ça, puis j'étais quand même éternellement le fils du cordonnier. Hein. Toute ma scolarité c'était ça. Hein. Donc un petit complexe Ouais, oui, d'imposteur. non, oui, en plus ça, moi j'ai eu une vie un petit peu en grand écart parce que je suis parti de chez mon père, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai rejoint ma mère, on s'est barré à New York. Parce que tu as grandi avec ton père? Hein? Parce que Ouais, tu as de grandi mes avec ton père. 6 ans à mes 13 ans, ouais. 12-13 ans, ouais. C'était lui qui avait la garde, voilà, et après ça a changé, je suis parti parce que c'était l'enfer chez lui. Et donc j'ai atterri chez ma mère à 13-14 ans. Et à là, c'était 14-15 ans, c'était super, c'était vraiment bien. C'était beaucoup plus détendu, plus cool, et puis j'étais grand, enfin voilà, je commençais, j'étais aussi plus mature, j'étais plus un enfant, enfin ça allait, j'étais quand même jeune, quoi. Mais on s'est barré à New York, donc, et là c'était un milieu complètement différent, j'étais au lycée français de New York, entouré d'enfants dont les parents étaient chefs d'industrie. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'est de 85 à 88, 89, quoi. Je suis rentré au début 89. Des chefs d'entreprise? Oui, voilà, c'était toute la jet set franco-américaine qui se retrouvait là-dedans, avec de grands collectionneurs d'art, avec les plus grands restaurateurs, les enfants de plus grands, beaucoup de fils d'ambassadeurs d'un peu tous les pays africains. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Donc, et là, pour le coup, la différence, bizarrement, compris comme j'étais, voilà, même le côté fils de cordonnier s'est un petit peu effacé par rapport à mes années précédentes. Bizarrement, dans des lycées ou enfin dans des collèges et début de lycée plus courants, quoi, parisiens ou de banlieue, quoi. Et c'est en revenant en France où j'ai ressenti vraiment cette différence. Enfin bon, après, ça m'a accompagné aussi toute ma vie, toute mon enfance surtout. Ouais. Donc j'avais pas, tu me parlais de, est-ce que j'avais un rêve secret? Oui. Mon rêve secret, c'était l'aboutissement, il ne suffisait pas d'être architecte, il fallait quand même que derrière ça suive un petit peu, qu'il y ait une belle histoire qu'il y ait avec ça, quoi, que ça ne s'arrête pas simplement à un bout de papier, quoi. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs, ça a explosé très vite, ça a très très bien marché. Ouais. Et après, si j'avais un rêve secret, puisque là je suis un petit peu en âge d'une vieille programmation, c'est que je me suis toujours dit que je ne travaillerais pas très vieux, que j'arrêterais de travailler vers 55 ans, grand maximum soit 60 ans, que j'organiserais ma vie pour faire en sorte de ne pas avoir une existence qui soit seulement de travailler, une activité de travail et tout,
et ce qui m'encourageait aussi à être à fond dans ce que je faisais quand j'y étais, notamment comme jeune architecte, ou architecte après plus confirmé, voilà. Parce que je savais qu'un jour je couperais tout le truc et que je passerais à autre chose. Voilà. Moi j'ai envie d'une vie de liberté, d'être disponible, de lire, de me balader, enfin voilà. C'est ça l'autre chose du coup? C'était vraiment peut-être ça, oui. Hein, d'avoir. Et puis après, il y avait les enfants aussi, enfin voilà, d'accompagner tout ça, de les mettre sur la route. Et une fois qu'ils sont à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, voilà, de me dire que je m'organiserai pour vivre autrement, voilà, très simplement. Et c'est ce qui s'organise maintenant d'ailleurs. Tu te projettes en eux un peu, tu regardes, tu compares, tu dis tiens, à cet âge-là, voilà ce qui se passait dans ma tête. Est-ce qu'il y a ce mécanisme? Ah ouais, alors ça le fait un peu toute la vie où tu les accompagnes, quoi. Depuis qu'ils sont petits. Et tu trouves qu'il y a beaucoup de différences? Ouais. Tu penses c'est quoi? C'est générationnel? Non, alors c'est plus des différences de situation, quoi. Par exemple, leur enfance, pour résumer, en dessous de leurs 10 ans, moi j'ai une vie, avec ma sœur, vraiment très très dure, très violente. Et eux, ils n'ont pas du tout connu ça. Ils ont été super bien accompagnés, heureux, vraiment, ils ont une vie d'enfant. C'est que de l'amour, enfin que des bons moments, et du rire. Enfin, voilà. T'es sûr qu'eux, ils le perçoivent aussi comme ça? Oui. Tu en as parlé avec eux? On a eu l'occasion d'avoir des grandes discussions, bien sûr, des grandes explications, quoi. Alors déjà, c'est la première différence. Et ensuite, la deuxième, dans leur éducation, leur parcours scolaire, ils n'ont pas vu, ou à un moindre degré, je ne peux pas dire que j'ai souffert de discrimination, même sociale, parce que voilà. Mais quand même, ils n'ont pas eu, c'est pas des fils de cordonniers, quoi. C'est clair. Et même en termes d'héritage, culturel entre guillemets, ils partent d'un peu moins loin et ça se sent et avec plus de facilité en allant plus loin en fait, je le vois aussi. Donc c'est différent, ouais. Mais je me retrouve, donc ça permet de comparer, voilà. Mais c'est pas générationnel, c'est plus la situation. Mais du coup, fils de cordonnier, on dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est ton cas aussi en tant qu'architecte? Est-ce que tu t'es chaussé quand même? Alors, tu as fait des choses pour toi? Comme architecte? Ouais. J'ai eu, par exemple, c'est passé à Montreuil, tu as connu ce truc-là. On peut dire que j'ai touché, et j'ai même habité, un endroit un peu presque caricatural. D'architecte. C'était un loft, raconte énorme un peu loft, comment il était, tu peux le décrire? super bien taillé dans un bâtiment magnifique. Il y avait 2 portes dans l'ensemble de ces 128 mètres carrés, avec 3,50 m sous plafond, brut comme il faut, grand espace central, quelques alcôves aménagées, minimaliste. Tu vois, tu tires un peu la tête quand tu énumères tout ça. C'est marrant. Ouais, tu poses un appareil, tu fais une photo, c'est bon. Ça te ressemblait, tu penses Oui, parce qu'elle était assez bordélisée, et ça me ressemblait dans le sens où j'y habitais, j'y travaillais. C'était une maison-atelier ou un atelier-maison. Et il n'y avait pas de rupture entre les deux. Ça a duré combien de temps? J'y habitais 9 ans. Ah oui, quand même, j'ai l'impression que c'était moins. 9 ans, ouais. Et on peut parler de ton aventure russe, un peu, ta découverte de la Russie, tout ça? Ouais. Parce que peut-être que tu peux raconter le lien qu'on a, toi et moi. Ouais. Parce que c'est mon père. C'est ton père. Et la rencontre avec mon père. Alors, la rencontre avec ton père. Donc, je dirais que j'ai rencontré sans doute un week-end ou quelques jours de vacances chez ma mère. Parce qu'ils sont devenus amis, et plus c'est affinité. Je ne savais pas trop, alors j'en avais aucune idée à l'époque. J'en suis pas certain, c'est peut-être un gros bobard qui raconte tous les deux.
Euh, Oui, tu avais 13 ans, c'est ça? ouais, je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Donc ton père, c'est le premier russe que j'ai jamais rencontré, c'est vrai. Tu en Et as rencontré beaucoup depuis, j'en ai rencontré pas mal. Ouais. mais finalement, qui sont tous en lien avec mon père, ou pas? D'autres Russes que j'ai rencontrés, même Ouais, toi. oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, Léo, tous ceux ton que tu as frère. rencontrés, Non, 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 j'ai rencontré plein d'autres Russes. Ah oui? J'ai travaillé en Russie comme architecte aussi. Ah, ça, Ouais, oui, j'ai j'ai dû travaillé à zapper ça à un Moscou, j'ai moment. travaillé à Yaroslav, dans le nord, oui. Maintenant, je n'ai pas pu parler C'était en de quelle choses année, que ça? j'ai fait. 2009 à 2012, ça s'est très mal passé d'ailleurs. J'ai été viré de Russie. Ah bon, pourquoi? Ouais. J'ai travaillé sur des sujets sensibles, comme on dit. D'accord. Ça fait plus de 10 ans, donc je peux en parler. Ils le sont toujours Parce que je ne vais pas non plus te mettre Tu vas dans, pas me mettre. dans la difficulté. J'ai signé un contrat de 120 pages, un truc en anglais, Oh, waouh. avec des trucs de confidentialité en effet. Bon, je le fais vite fait. Ouais, Je te le dis à toi, hein. Tu mettras de côté ou pas. Il y a encore 1 an et demi, je ne pouvais pas en parler, mais là je peux en parler. Donc c'était une joint venture entre une grosse boîte française qui travaille sur des turbines, mhm. euh, Bon, reste flou, comme ça on sur peut des l'utiliser quand moteurs même. ou dans l'aéronautique, Mhm, donc avec plein de choses qu'on peut envoyer dans le ciel, on va dire. mhm, C'est un programme civil euh, avec une boîte en Russie euh, qui, qui travaille sur des réacteurs, sur des turbines, et donc qui crée, l'objet c'était de produire des moteurs pour avions civils avec des normes presque européennes, mais à des coûts chinois. mhm. Parce que l'énergie n'est pas chère en Russie, donc d'un point de vue industriel c'était très intéressant. Les ingénieurs sur place sont excellents, c'est-à-dire qu'ils sont absolument comparables au meilleur de l'ingénierie française, anglaise et américaine, il n'y a pas de souci. Euh, et, euh, et donc voilà, donc je suis allé faire quelques expertises en Russie avec une équipe française que j'ai constituée, qu'on m'a demandé de constituer euh, avec un contact que j'avais avec la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, qui est un nid d'espions russe. Et j'avais mes entrées là-dedans pour 1000 raisons que je ne peux pas expliquer, quoi. Et ils m'ont demandé de former une équipe franco-française pour accompagner les intérêts français pour investir en Russie, quoi, pour cette collaboration. J'avais plein d'autres contacts. J'avais des contacts avec la Société Générale, pour d'autres projets que j'ai pu faire. Je vais juste revenir sur ce projet industriel. J'ai eu aussi la Société Générale pour Auchan aussi, Mhm. qui a développé beaucoup de choses. Donc là, Mais tu faisais quoi du coup? En tant qu'architecte ou comme coordinateur? expertise, je faisais de la programmation, moi. Ah oui. Programmation ou des études de faisabilité en fonction des sites. Mhm, Je calculais un petit peu le coût de tout ça, ce qu'il fallait payer, comment organiser, les surfaces, et puis être à l'interface avec les entreprises locales mhm. pour élaborer les projets, pour monter des réseaux, quoi. Donc il y a eu ça. J'ai été contacté aussi par Yves Rocher, mais j'ai refusé. Enfin bon, ça s'est pas bien passé, on s'est pas entendu, et c'est sans regret vu la merde qu'ils ont foutue, vu les compromissions dans lesquelles ils sont tombés en Russie. Et donc là, je reparle de ce projet industriel. Donc, comme pas mal de projets, c'était un investissement, en gros, juste en études, c'était 1 million d'euros par an. Et, euh, et ça s'est très très bien passé. On était très compétitifs. On était en concurrence avec des Anglais aussi. McKinsey, une grosse boîte de conseil. Et, Et tu t'es fait virer. c'est une scène de film. Bah raconte. Qu'on fait un film. Donc il y avait beaucoup d'argent en jeu, voilà. Beaucoup d'argent en jeu, et il y avait un petit peu d'argent qui disparaissait, qui n'allait pas dans le projet.
Mais un petit peu d'argent, beaucoup d'argent, ça fait un beau paquet. Et j'étais avec des ingénieurs, notamment un polytechnicien. L'équipe, c'était un polytechnicien, un centralien et moi. Donc eux, leur mission, c'était le calcul temps, la ligne temps de la production du moteur. Donc après, il sort des séries d'algorithmes pas possibles en temps, avec tous les flux où il faut stocker, il faut amener les pièces, où elles filent. Voilà. Donc moi, j'étais là pour transformer leur ligne de temps en espace. C'est-à-dire que moi, je devais calculer les espaces nécessaires à accueillir les flux avec l'expertise bâtie de l'existant. En fonction de l'existant, je vois si ça vaut le coup de détruire, de juste ramener une boîte sur le côté, de réhabiliter l'ensemble, de percer par le haut, de passer sur le côté, en sous-sol, enfin ce que tu veux. Voilà, quoi. Donc moi, je m'occupe de l'espace. C'est ça, l'équipe, c'était ça, quoi. Et en face, on avait l'équipe d'ingénieurs russes avec aussi des polytechniciens, une polytechnicienne en particulier avec qui nous avons très bien collaboré. Et on s'aperçoit qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à s'expliquer au niveau de l'argent. Et on retourne le truc dans tous les sens et on n'a pas d'explication, on demande des infos, c'est lent, on ne sait pas ce qui se passe et tout, bon bref. Et là, c'était une grande séquence de travail de 15 jours sur place, où tout est extrêmement surveillé parce que c'est un site sensible. Ils ne font pas que produire des turbines, ils produisent aussi des moteurs de Sukhoi, des fuselages. Il y a aussi du militaire dans cette usine. Donc il y a des grands rideaux pour cacher tout. Voilà. Et juste rendre visible ce qu'on a le droit de voir, ce que j'avais moi le droit de voir comme architecte, parce que moi je suis au plan. C'est-à-dire que on va me montrer seulement ce que j'ai le droit de voir, mais ils savent bien que je peux dimensionner et maîtriser ce qu'on me cache. Et il y a eu ça aussi, il y a eu une première embrouille. Donc j'étais tout le temps suivi, tout le temps accompagné, mais c'est normal, si tu vas aux États-Unis, c'est pareil. Même pour pisser, j'étais accompagné aux toilettes, quoi. Et une fois, j'ai fait un truc, ils m'ont emmené dans un local où il y avait des énormes machines, des énormes robots. Donc on est sur la partie civile et tout, et moi, en fait, un bâtiment, ça peut être très simple de le relever. En comptant les carrelages au sol, la dimension, tu multiplies entre chaque poteau, tu comptes le nombre de la trame de poteaux, puis c'est des trames comme ça. Et sans note, tu retiens trentaine de chiffres. Ensuite, tu poses ça vite fait sur un papier et hop, tu as la trame du bâtiment. Et je leur sortais le plan. Et j'aurais sorti le plan en détourant la partie qui nous intéressait et qui me prenait aussi un peu pour un con, en gros, parce qu'ils ne me donnaient pas toutes les billes pour qu'on puisse faire notre étude. Et je leur ai sorti l'ensemble du bâtiment. C'était un volume de 10 000 mètres carrés. Et j'ai fait une erreur genre de 23 cm, quoi. Donc les mecs, ils sont devenus tout palos. Donc à partir de là, c'était fini. Même j'étais accompagné à la porte de machin, mon ordinateur a été confisqué et tout le truc. Donc il m'avait dans le nez, parce que dans l'équipe, j'étais au-delà du process industriel, j'étais le mec qui allait voir là où je n'avais pas à voir. Mais il fallait que je voie un petit peu quand même pour pouvoir bien faire le programme. Même eux, ils en convenaient. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y avait cette histoire de pognon qui manquait un peu. Et pour fêter la fin de la deuxième grosse mission sur place d'analyse, d'expertise, d'un flash audit, ils appellent ça, il y a un grand repas dans un restaurant. Et là, on parle et tout, et on relance sur cette histoire de fric à la fin. Et d'un seul coup, je comprends, là, je suis avec mes deux collègues, là, et Ivanov, donc... ami nommé par Poutine directement sur place. Bon, il faut que tu dises que des trucs que je peux utiliser. Mais bon. Non, mais c'est pas grave, je te le dis quand même. Ça me fait du bien d'en parler, en fait. Il part dans un montage pas possible et tout. Et je dis à mes deux collègues, ça, c'est du bluff. Et comment ça se dit bluff en russe? Bluff. Voilà, il comprend. Que je suis en train de dire qu'il est en train de lui bluffer. Donc il prend son téléphone,
Il me dit, mais Daniel, je me renseigne, mais votre étude, le FSB, ils n'ont pas fini votre truc. Et on a des mauvaises nouvelles. Une façon de me dire, mec, t'es mort. Parce que je l'ai insulté devant tout son... Enfin, je n'ai pas voulu l'insulter. J'ai parlé en français avec mes collègues, un peu fort sans doute. Et donc tout le monde a compris voilà, que j'étais en train de me niquer. Et que c'était foutu, quoi. Et donc le lendemain... Soulagement ou pas quand t'es reparti? Ben non, on m'a accompagné sur place. Enfin, le soir, on s'est tous dit au revoir. Ça pleurait parce qu'on savait que moi, j'étais foutu. Voilà, les deux autres devaient rester pour conduire l'affaire, mais que moi, j'étais grillé. On m'a accompagné à l'hôtel. Le lendemain, on est venu me chercher à 5 heures. On m'a emmené à l'aéroport. Et j'ai pris un avion à 8-9 heures et je suis rentré en France. T'étais pas du tout soulagé que cette chose s'arrête parce que j'ai beaucoup investi là-dedans, donc j'étais déçu. Puis après, j'avais plein d'autres pistes de boulot en Russie. Qui s'étaient terminées. C'était fini parce qu'en fait, donc bon, j'étais malvenu. Enfin, on m'a expliqué, la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, très aimablement, m'a expliqué qu'ils étaient prêts à me donner tous les visas que je voulais, mais qu'il fallait que je fasse gaffe en traversant la rue, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Et après, je suis allé bosser en Ukraine, donc bon, laisse tomber, quoi. Okay. Donc je ne sais pas si je retournerai un jour en Russie. Enfin, je pense que maintenant, c'est fini. Mais bon. Et donc, on s'est perdu dans cette histoire. Je ne me rappelle même plus où on en était. Donc, il me disait, est-ce que j'ai connu d'autres Russes? Ah oui, c'est ça. Oui. Donc ouais. Alors on revient à ton père là. Oui, oui, mon père. Bon, on n'est pas obligé d'en parler. Clap. Parce que c'est rigolo aussi moi, ça me permet d'imaginer des choses. C'est plus amusant maintenant qu'informatif parce qu'autrefois, évidemment, j'étais avide. Maintenant, je suis en paix avec mon père, donc je suis juste curieux de voir comment tu l'as vécu, l'apparition de mon père. En fait, l'apparition, c'est le mot. Hein. Donc, bon, déjà, il était assez taillé, assez athlétique, il était en pleine forme, bruyant, agité, voilà, il s'amusait. Donc, chez moi, chez ma mère, bon, il y avait une grande table avec un banc de chaque côté, il s'amusait de sauter d'un banc à l'autre, donc au-dessus de la table. Qu'on soit en train de manger ou pas, enfin voilà. Ah oui, d'accord. Pour montrer donc qu'il était athlétique. Il faisait un peu... Oui, voilà, il était vraiment... c'était un peu un ouragan qui arrivait dans la maison, quoi. C'est vrai que c'était un petit peu ça. Puis il était drôle. Il avait cette belle voix, un petit accent léger. Oui, il était assez fascinant pour un gamin, quoi. Ouais. Vous vous êtes fait amis? Comment tu... Ouais, oui. Est-ce qu'il avait envie d'être ton pote? Oui, il faisait partie du paysage, même si je le voyais pas trop. Hein. Il passait une fois de temps en temps. Voilà. J'ai plutôt des souvenirs d'hiver de lui. Pas des souvenirs d'été. J'ai plutôt des souvenirs d'hiver, voilà, de balades. Voilà, je l'ai plus connu après sur Paris, quand avec ma mère on habitait Paris, puisqu'il venait régulièrement à la maison, dîner le soir. Il avait des copains musiciens, voilà, il débarquait toujours avec sa guitare, ça chantait. Parfois il partait avec une copine de ma mère, des fois. Enfin, bon voilà quoi, c'était Serge. Il pouvait même débarquer, je me rappelle des trucs comme ça, il débarquait sans trop savoir, c'était un coucou en bas, il jouait, enfin voilà quoi. C'était inattendu comme pour un Français Oui, ouais, c'est vrai. C'était un peu exotique finalement. Ouais, c'était assez exotique, ouais. Puis tu as rencontré mon oncle, son petit frère. Alors ça, Léo, beaucoup plus loin, hein, pas beaucoup plus tard. Ça, c'est quand j'ai 18 ans et demi, 19 ans. Donc en septembre 89, je l'ai rencontré. Donc je rentre en France. Je suis donc
qu'en première année. Non, je suis en première année ou en deuxième année? Merde, je sais plus. Non, j'ai rencontré en deuxième année. En 90, j'ai rencontré. 90, parce que je crois que c'est l'année où il est venu. Ah oui, excuse-moi, je suis en deuxième année d'architecture quand je rencontre. Oui, et donc il a débarqué sur l'été, c'est ça, avec, avec sa mère, chez Serge, et il décide de rester. Et Serge me le présente dès que j'arrive en septembre, il me dit voilà, il y a mon petit frère qui est là, vous avez à peu près le même âge, voilà, ça lui fera un pote. Et c'est vrai que tout simplement, on a dû passer une soirée ou deux ensemble. Et puis à l'école d'archi, il a commencé, parce qu'il connaissait pas mal de mes copains archi très vite. Il a fait partie un peu voilà, de la vie, de ma vie étudiante. Et puis il était chez Serge, et puis il était à la moitié chez moi, chez Serge, puis après il était tout le temps chez moi. Et puis. Ouais, parce que quand je suis arrivé, je crois qu'il s'est installé chez toi. Ah assez oui, on vivait rapidement. complètement ensemble. Deuxième, troisième année, on vivait complètement ensemble. Qu'est-ce qu'il Dans un faisait, petit lui? studio. Ben, il essayait de se démerder à bosser pour pouvoir se faire son petit billet, donc à faire les marchés, à travailler chez les antiquaires, déménagement. Toi, du coup, la vie de cordonnier, là, tu étais hyper solidaire, j'imagine. Ah, je sais pas si c'est lié à ça. Donc moi-même j'étais dans la merde parce qu'à partir de... J'avais vraiment pas un sou quoi. Ouais, je me rappelle Ouais, que vraiment, peu d'années plus tard, tu avais des pâtes sans sel chez toi. pâtes que sans je sel. mangeais. Voilà, coupure d'électricité, t'as compris Ouais. ça plus tard. On mettait des pièces dans le compteur, faire charger Ouais. le compteur avec des pièces de 10 balles pour avoir de l'électricité. Oui, ça c'est encore un petit peu après. Ouais, Ouais, ça. ouais, donc c'était très serré. Donc oui, on était Galérien, quoi. deux galériens à se démerder. Et voilà, et T'as on des- s'entendait bien. T'as des souvenirs. Qu'est-ce qui prend le dessus dans le souvenir de cette période? Plutôt la galère ou plutôt quand même la jeunesse et Ah. ou c'est un peu des deux? Est-ce que ça aurait été aussi mémorable si c'était pas autant la galère? Alors, ça aurait été autant mémorable si ça n'avait pas été la galère. Parce que en plus, tu avais un monstre succès, non? Je crois que tu avais beaucoup de copines, beaucoup de... Ça allait, ouais. Puis tu avais des amis, je crois que tu étais un aimant, un peu. Hein? Un aimant à personne. Tu me en vois fait. comme ça? J'ai l'impression que tu étais plutôt... Je sais pas, j'étais aussi assez timide finalement. Ouais. Et j'étais pas non plus... je pouvais avoir des copines et tout, mais j'aimais ça, d'accord, mais j'étais pas non plus vraiment cavaleur parce que je devais bosser, je devais faire mes études le jour, la nuit, franchement. Donc j'ai pas pu voilà, Tu penses que faire trop le foufou, quoi. J'aurais pu faire le foufou, je pense. Mais t'étais non. un romantique, tu penses? Un romantique penseur? Non, Non, non plus. Comment tu te décrirais à l'époque? J'étais plutôt... Alors romantique, je pense pas. Non. J'ai jamais entendu ce commentaire sur moi. Plutôt insensible, ouais. C'est pas si loin finalement. Ouais, mais je pense pas que je prenais le temps vraiment de la romance non plus, quoi. Non, mais romantique dans le sens, tu as une vision romantique de la vie. Peut-être, oui aussi, ouais. Où souvent je te voyais un peu pensif, un peu Oui, poète. c'est vrai, oui. Un peu poète allemand, tu vois. En plus, Oui, un peu poète, oui, complètement. T'as Ouais, un visage un peu ouais. germanique, un peu, on pourrait croire. Ouais. Si tu avais la possibilité d'y retourner, là, Ouais, aux années 90, là, ouais. et te filer un petit conseil, tu lui dirais quoi à Dany, à l'époque? Ah. Daniel d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais au Dany? Que dirait Daniel à Dany? En fait, je suis perturbé par une question que tu m'as posée, donc je vais d'abord y répondre. Vas-y. Tu m'as dit, est-ce que ça aurait été
finalement, si ça avait été plus confortable, est-ce que ça aurait ça aurait moins pimenté cette jeunesse et ces années d'étudiants fiévreuses. Mais enfin, le truc, c'est que c'était que la fièvre et il n'y avait pas vraiment le plaisir. Moi, ça m'a un peu gâché mes études dans le sens où je ne pouvais pas m'y épanouir non plus complètement. Je devais toujours y être un petit peu par morceaux. Stress, quoi. Et pendant des années, on m'a souvent, quand j'allais à l'école, on me disait t'es pas venu la semaine prochaine? Bah, je dis ouais, j'avais une télé-enquête pour pouvoir payer ma facture d'électricité. Je me rappelle qu'on faisait ça, tu m'avais amené aussi. Ouais, j'ai dû faire ça. Donc vendredi après-midi, ça sautait. Puis au boulot, sur d'autres boulots, on me disait on s'est fait chier, il y a 2 jours qui sautent. Je dis ouais, parce que je suis étudiant. Donc pendant des années, j'étais pris entre les deux feux. C'était super inconfortable. Et j'ai rêvé toute ma vie. Je me suis fait la promesse que je réussis en ce moment, que jamais mes enfants ne travailleraient pendant leurs études, quoi. Voilà, donc pour répondre à cette question, je pense que ça a été plutôt un handicap et un désavantage par rapport à d'autres camarades de l'époque qui, eux, n'avaient pas ce souci-là. Et c'est pas de leur faute, hein, et ils me faisaient pas payer et tout. Mais je parlais avant d'un sentiment un petit peu de discrimination, d'un regard, comment dire, condescendance sur mes origines sociales un petit peu, quoi. Donc ça t'a un peu gâché. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui fait que non, c'est jamais un confort. Et je vais te dire, mon père, quand j'ai eu mon diplôme, je l'ai appelé pour lui dire ah, c'est bon, j'ai eu mon diplôme. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit bon bah super, bah si tu veux, mon grand, maintenant que tu as fini tes conneries, il y a un magasin qui t'attend, quoi. Donc tu viens, on t'attend, quoi. Je dis mais non, mais t'as pas compris, quoi. Je me suis dit tu m'as pas filé un coup de main, je suis démerdé tout seul, je suis au bout de mon truc. Donc il n'avait pas pigé ça. Il m'a dit de toute façon tout ça, au moins tu as appris quelque chose, tu as un petit peu appris la vie avec cette difficulté, hein, tu as voulu faire tout ça. Tu t'es démerdé tout seul, ben voilà, c'est une bonne expérience pour la vie. Ben non, c'est pas une bonne expérience. Tu m'en voulais pendant longtemps? J'en ai voulu, ouais, longtemps, mais en même temps, j'en ai fait mon deuil, parce que bon, depuis mon enfance, depuis d'autres années, je savais très bien que je ne pouvais pas compter dessus et que bien au contraire, voilà, il pensait, il espérait me récupérer à la petite cuillère, voilà. Et non. Il est mort, ton père, non? Il est mort, ouais. Il y a combien de temps? Il est mort il y a 18 ans, bientôt 20 ans. Ah, oui. J'ai bientôt avoir son âge. Il est mort de quoi, lui? Il est mort d'un AVC. Mon Dieu. Ouais. Ça t'avait fait un truc? Ouais, parce mais qu'il y avait il avait 33 ans. Il y avait des trucs pas réglés. Ouais, il y avait des trucs pas réglés, bien sûr, ouais. Mais écoute, on a pu se dire au revoir, parce qu'il a fait ça en 2 temps. Il a fait un premier AVC en janvier 2003. Je descends le voir, je ne l'avais pas vu depuis 3-4 ans, je lui avais pas parlé, je l'appelais plus, j'en pouvais plus. Enfin, j'ai vraiment bouclé le truc. Après des années d'épreuve, hein, de mes 13 ans jusqu'à mes 33 ans, je l'ai vu une dizaine de fois, mon père. Donc voilà. Et ça se passait pas bien à cause du ménage qu'il avait. Bon bref, je ne vais pas te raconter mon enfance, parce que là... C'est dans l'épisode suivant. Et donc, bon, on a dû se dire au revoir, et puis il a fait un deuxième AVC, bon là c'était fatal. Je suis allé très souvent le voir, et il est mort dans mes bras. J'étais là, vraiment j'étais là la dernière heure et tout, j'ai vraiment vu... la vie partir. La vie partir, ouais, avec le masque qui se pose, c'est vraiment une sorte de gaz, quoi, qui s'échappe, c'est une transformation du visage. Il avait l'air comment? Il avait l'air apaisé ou... Ouais. Oui. Ouais, il était bien. Non, c'était très bien. C'est un des moments les plus forts de ma vie avec la naissance des enfants. Vraiment, c'est une vraie chance. C'était une réparation, du coup, un peu. Ouais, ça m'a. J'étais très heureux de. Bon, après, c'est une épreuve, mais il est vraiment parti dans mes bras, quoi. Ouais. Que du lourd, hein, dis donc. Moi, je pensais faire un truc light avec toi. Et waouh, mais c'était marrant parce que moi je te connais pas du tout sous cet angle-là de quand même ça a l'air
chargé cette histoire. Moi, je me rappelle de toi plutôt un gros sourire, beaucoup de Oui, bah, bon tendresse. vivant, C'est marrant plutôt parce que mon père gentil. m'a jamais demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie. Ouais, Jamais, pas une fois. ouais. Et toi, tu me demandais à chaque fois qu'on se retrouvait, tu me disais alors, est-ce qu'il y a de l'amour dans ta vie? Et c'était toujours hyper émouvant. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est une question que je connais pas en fait, parce que personne ne me l'a. C'est la seule chose. Tiens, voilà, pour clore, parce que c'est Ouais. vraiment, on a battu tous les records. Je peux te demander la définition de l'amour pour toi? Un truc léger, quoi. Ouais, maintenant, je vais te donner un truc chouette, même léger, mais Non, mais je te propose un sujet léger pour. j'ai énormément de choses qui arrivent en tête. Écoute, si je peux pas te donner une définition, en tout cas, j'en donnerai pas. Euh, mais enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas le plus fort, mais le plus puissant, le plus beau. C'est vraiment avec mes enfants que je l'ai ressenti. Donc c'est un peu con, j'ai juste envie de te parler de mes enfants. C'est vraiment là où l'amour prend matière, quoi, pour moi. Quelqu'un. Donc si c'était, si ça pouvait se toucher, voilà, pour moi c'est ça. Hmm, Mais après, j'aurais mille choses à te dire, mais là, je me prends un peu de cours. Hein. hmm. Donc, mais l'idée, voilà, si je dois l'évoquer dans sa toute puissance, dans sa force vraiment absolue, dans le plus grand transport possible, c'est tout ce que m'ont apporté, vraiment tout ce que j'étais capable de leur donner aussi. Je crois que c'est vraiment ce concentré-là qui le définirait le mieux chez moi. En tout cas, comme expérience, voilà, c'est vraiment le plus fort. Tu donnes envie. Hein. D'avoir des gosses. Oui. Ouais. Hmm. Merci Dany. J'étais très content de passer ce petit moment avec toi. Est-ce que, pour clore, tu peux faire un dernier clap devant ton visage?